Passons maintenant à un survol du traitement fiscal des personnes morales autres que les sociétés. Donc on a vu un grand groupe de sociétés, ça c'est le principe, l'impôt sur les sociétés vise les sociétés. On a vu qu'il y avait déjà des éléments un tout petit peu particuliers, voire d'exception, avec le traitement réservé à l'intérieur du groupe des sociétés aux sociétés dites de personnes, hein, qui vont relever en principe plutôt de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Voyons maintenant donc les personnes morales qui ne sont pas des sociétés. On a vu qu'il existait d'autres personnes morales qui ne sont pas constituées sous la forme de société proprement dite. Il s'agit bien sûr des personnes morales de droit public, collectivités publiques telles que l'État, les régions, les communes, les établissements publics d'enseignement, les établissements publics hospitaliers, etc., communautés de communes, ou encore des personnes morales, où il existe encore des personnes morales de droit privé, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, hein, pour reprendre les termes un peu de l'article 206, paragraphe 1 du Code général des impôts. Or, je parle ici des associations, des syndicats professionnels, etc. Alors, ces personnes morales, dont ils ne sont pas constituées sous la forme de société, ne sont pas en principe soumises à l'impôt sur les sociétés. Alors je passe très vite, bien sûr, sur le cas des collectivités publiques, État, collectivités territoriales, comme on vient de l'évoquer. Certains établissements publics n'ayant pas de but lucratif ne sont pas non plus assujettis, c'est-à-dire soumis à l'impôt sur les sociétés. Les universités, les établissements de recherche publics, les hôpitaux publics, des agences ayant une autonomie particulière telles que Pôle emploi ou les caisses générales de sécurité sociale, le musée du Louvre, etc. Donc tout ça, ça fait partie des établissements publics qui n'ont pas de but lucratif. Ça ne les empêche pas éventuellement d'obtenir des ressources de la part du public, mais leur but n'est pas de faire des bénéfices. D'autres établissements publics, en revanche, peuvent être soumis à l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales si ces établissements ont une exploitation à caractère lucratif ou s'ils réalisent habituellement des opérations à caractère lucratif. On a dans ce cas-là ce qu'on appelle les établissements publics industriels et commerciaux, hein, les EPIC. Par exemple, l'Office national des forêts est un EPIC, l'Agence française de développement est un EPIC, la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, est un EPIC, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, est un EPIC. Donc on a un certain nombre d'établissements qui sont possédés, hein, par les pouvoirs publics, en particulier par l'État, mais qui peuvent avoir des activités industrielles ou en tout cas des activités qui leur permettent de gagner de l'argent. Par parenthèse, je vous indique que durant ces 20 à 30 dernières années, l'État a transformé beaucoup d'établissements publics industriels et commerciaux en sociétés anonymes. Par exemple, l'Aéroport de Paris, par exemple, Électricité de France, La Poste, France Télécom, Orange, etc. Donc il y a eu une sorte de basculement ou de transition entre le statut d'établissement public pour lesquels donc, les bénéfices faisaient déjà l'objet de l'impôt sur les sociétés, au statut pur et simple de société anonyme, avec des participations qui restent à l'État, mais là on a basculé directement dans le secteur privé, malgré ces participations de l'État. Alors je passe tout aussi rapidement sur le cas des personnes morales de droit privé sans but lucratif. Alors, sous certaines conditions et en l'absence d'opérations à caractère lucratif, les associations ou les syndicats, etc., ne sont en principe pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Je vais y revenir un tout petit peu dans la diapositive suivante. Notamment sur le cas des associations. Je poursuis dans cette diapositive sans détailler avec l'existence de certains régimes dérogatoires au champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Il faut simplement savoir que ça existe, hein. Sachez ainsi que certaines sociétés de personnes peuvent choisir volontairement d'être soumises à l'impôt sur les sociétés.
Inversement, certaines sociétés de capitaux peuvent choisir d'être assujetties, soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, il y a des régimes d'options qui sont dans certains cas réversibles, dans d'autres cas non réversibles, je ne rentre pas dans le détail. Mais sachez qu'on a des régimes particuliers, hein. Tout n'est pas compris dans le schéma de principe, hein, que j'ai évoqué au début. Il y a vraiment des aspects dérogatoires exceptionnels qui peuvent jouer. Enfin, certaines sociétés, comme je l'indique sur la diapositive, dans la dernière ligne, peuvent tout simplement être exonérées de l'impôt sur les sociétés. Il s'agit en général d'exonérations temporaires pour tenir compte de l'activité ou de la localisation des entreprises, ou encore de leur création récente, de leur jeune âge, je dirais entre guillemets. Alors il existe un grand nombre d'exonérations, hein, qui figurent, je vous donne ça pour mémoire, hein, non pas pour le retenir, mais on ne sait jamais, qui figurent dans les articles 44 et suivants du Code général des impôts, qui recense pas mal de ce type d'exonération temporaire. Alors, il s'agit par exemple, ça concerne en particulier des entreprises nouvelles, ce qu'on appelle aussi des jeunes entreprises innovantes, ou des entreprises qui peuvent participer à des organisations particulières telles que des pôles de compétitivité, etc. etc. Je viens d'évoquer plus haut le fait qu'en l'absence d'opérations à caractère lucratif, les associations et les syndicats pouvaient éviter d'être soumis à l'impôt sur les sociétés. Alors c'est vrai, mais je voudrais y revenir dans cette diapositive. Il y a des conditions qu'il vaut mieux avoir en tête, hein. Par exemple, si vous êtes amené un jour à créer une entreprise et que vous pensez tester votre idée en faisant une sorte de préfiguration ou encore de brouillon entre guillemets de votre future organisation, et pour cela vous pensez peut-être adopter provisoirement le statut d'association, sorte de banc d'essai, en quelque sorte de test, hein, de votre future entreprise. Je vous donne dans cette diapositive quelques éléments pour que vous sachiez que pour éviter l'impôt sur les sociétés, il y a donc des conditions, et que les associations, les syndicats doivent naturellement remplir ces conditions qui sont mentionnées, comme vous le voyez, à l'article 206.1, 206 paragraphe 1, 207 paragraphe 1 et 5 bis, et 261 paragraphe 7, 1 du Code général des impôts. Alors ces conditions sont des conditions cumulatives, c'est-à-dire que pour pouvoir éviter l'impôt sur les sociétés, il faut que l'association, par exemple, remplisse toutes les conditions. Alors première condition, comme vous le voyez, la gestion de la structure, la gestion de l'association doit être désintéressée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gestion doit être faite par des bénévoles et qu'il ne doit pas y avoir de distribution directe ou indirecte des bénéfices entre les adhérents de l'association, les futurs associés, hein, de l'entreprise, si vous voulez. Donc gestion désintéressée, donc gratuité en quelque sorte des fonctions, si on veut. Deuxième condition cumulative, comme vous le voyez sur la diapositive, il y a 3 conditions. Les associations ou syndicats ne doivent pas entrer en concurrence avec des entreprises commerciales. Alors comme je l'indique dans la diapositive, la notion de concurrence, elle est très relative, hein, et en particulier elle s'apprécie dans ce cas-là par rapport à un territoire donné, ou par rapport à des produits ou services donnés, ou par rapport à un public ou une clientèle donnée. Ça veut dire par exemple que vous pouvez vendre des produits pour une clientèle de tel type, qui sont vendus et à destination de tel ou tel type de clientèle, par exemple en France hexagonale, mais ça n'est pas vendu en Martinique. Donc si vous faites votre opération en Martinique, comme sur le territoire il n'y a pas de concurrence, vous n'entrerez pas en concurrence avec des entreprises commerciales, puisqu'elles sont sur un autre continent, si vous voulez.
La même chose si sur un territoire donné, vous vendez des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, eh ben là non plus, même si vous avez un business qui correspond à d'autres business qui existent dans la concurrence, mais si vous vendez un produit vraiment spécifique qui n'existe pas au niveau local dans la concurrence, ben à ce moment-là, il n'y a pas non plus, vous n'entrez pas en concurrence avec des entreprises commerciales à proprement parler. Donc vous voyez un peu l'idée. De la même manière, sur un territoire donné, par exemple, je reprends l'exemple de la Martinique, avec des produits connus ou des services connus et qui existent en Martinique, si vous les déployez pour une clientèle nouvelle, soit en Martinique, soit ailleurs, on peut imaginer par exemple du commerce électronique ou autre, eh bien à ce moment-là, il n'y aura pas non plus, on ne considérera pas que l'association est en concurrence avec des entreprises commerciales qui pourtant existent sur le territoire et qui pourtant vendent ce type de produit. Par contre, vous pouvez travailler pour une clientèle qui est totalement différente. Alors ça fait l'objet d'appréciation, hein. Ça n'est pas du tout dans un code. Enfin, bien sûr, vous avez déjà des éléments dans le Code général des impôts à travers les articles que j'ai cités, mais tout ça, ça va faire l'objet d'appréciation dans la réalité. C'est pas quelque chose pour lequel les services fiscaux va donner des solutions toutes faites à partir de textes parfaitement clairs et existants. Enfin, troisième condition à remplir, hein, pour éviter l'impôt sur les sociétés si vous avez une association qui fait malgré tout des bénéfices. Eh bien, pour ne pas être soumis à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales, telles que les associations, voire les syndicats, ne doivent pas dépasser un seuil donné de recettes annuelles d'exploitation à titre lucratif. Or, ce seuil est aux environs de 72 000 euros. Bon, il est réévalué chaque année. En 2021, le seuil était précisément de 72 432 euros. C'est régulièrement mis à jour, hein, donc c'est pas la peine de... faut avoir en tête l'ordre de grandeur, mais le chiffre importe peu. Vous retrouverez ça dans l'article 206, paragraphe 1 bis, hein, du Code général des impôts. Une des dernières mises à jour date d'un décret du 9 juin 2021. Voilà donc sur ces petites précisions dans le cas de personnes morales de droit privé qui pourraient être soumises à l'impôt sur les sociétés, mais qui en général ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, à savoir les associations et les syndicats. Voilà, je ferme la parenthèse sur la fiscalité des revenus des associations et des syndicats, plus généralement des personnes morales qui n'ont pas de but lucratif, des personnes morales de droit privé qui n'ont pas de but lucratif.